Pense. Ah. Alors comme vous voyez, on va parler de l'histoire du Cambodge moderne de 53 à 93. Pourquoi 53 à 93? Il faut bien commencer quelque part et finir quelque part. 53, c'est l'année où le Cambodge a obtenu l'indépendance de la France, mettant ainsi fin à 90 ans de régime de protectorat français, 1863 ou 1953. Il serait parfaitement pertinent d'évoquer cette histoire du protectorat français, bien évidemment. Le seul problème, 90 ans dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire moderne d'un pays, c'est important. Le seul problème, c'est que, à moins que vous vouliez me subir jusqu'à Saigon, on sera obligé de faire l'impasse dessus. On résoudra ça avec une question: comment le Cambodge a-t-il obtenu son indépendance? Son indépendance, vous avez ce merveilleux monument d'indépendance ici, qui nous rappelle que le 9 novembre 1953, le Cambodge est devenu indépendant. Le monument, entre parenthèses, était construit, enfin dessiné par le grand architecte autrichien cambodgien Van Boliman. Comment le Cambodge a-t-il obtenu son indépendance? On a ici une carte militaire française des années 40, représentant le sud du Vietnam et le Cambodge. Les parties assurées, les parties rouges, montrent des zones sous domination des communistes cambodgiens, communistes vietnamiens et nationalistes de gauche cambodgiens. Bon, vous auriez mis toutes ces personnes ensemble ici sur le pont du bateau, pas grand monde ne serait resté vivant au bout de 10 minutes, ils se seraient entretués. Le seul problème, c'est qu'à partir de 1945, ils s'entendaient au moins sur un point: en finir avec le régime de protectorat français et avec le régime de colonie, pas la même chose, au Sud-Vietnam. Face à ça, la France n'avait a priori aucune solution politique qui lui semblait, disons, acceptable. Une solution politique existait pourtant. Solution militaire employée par la France, on envoie des soldats au sud, etc. Cette solution politique, c'est Norodom Sihanouk. C'est Norodom Sihanouk, qui est mort il y a quelques jours, en 2012, est monté sur le trône en 1941. Alors pour mettre les choses au point, la monarchie cambodgienne n'est pas une monarchie héréditaire, à l'instar de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de la Norvège, de la Danemark, etc. Non. La monarchie cambodgienne est une monarchie élective, c'est-à-dire que le roi n'est pas forcément le fils du roi précédent, à l'instar de la Grande-Bretagne. Le roi est élu parmi un certain nombre de princes par ce que l'on appelle le Conseil de la Couronne. Le problème, c'est que le Conseil de la Couronne, bon, bien sûr, je ne peux pas être élu. Il faut appartenir soit à la famille Sissowa, soit à la famille Norodom. Et on choisit entre ces deux familles. Le problème du Conseil de la Couronne, c'est que le Conseil de la Couronne est une marionnette entre les mains du pouvoir réel. À savoir, le pouvoir réel en 1941, c'est le protectorat français, l'administration du protectorat français. Donc la question: pourquoi le Conseil de la Couronne a-t-il choisi Norodom Sihanouk équivaudrait à demander pourquoi les Français voulaient-ils que Norodom Sihanouk soit roi. Parce que, d'après l'épouse de l'amiral Decoux, gouverneur général de l'Indochine, Norodom Sihanouk était un mignon petit garçon. Elle l'a écrit, je n'invente rien, elle l'a écrit dans ses carnets. D'accord. Pour son époux, l'amiral Decoux, assis à la droite de Sihanouk, 3 jours après que Sihanouk ait accédé au trône, le côté mignon de Sihanouk n'était pas réellement, disons, déterminant. Et pourtant, l'amiral Decoux voyait dans Sihanouk le meilleur des candidats possibles et imaginables. Pourquoi? Sihanouk aimait les femmes, excessivement peut-être, moi aussi, mais je ne sais pas quoi. Sihanouk adorait les belles voitures. Quand les Français voulaient lui faire signer quelque chose, on lui offrait une Léon Bollé 1924, et Sihanouk, les yeux fixés sur la voiture, aurait signé n'importe quoi. Voilà. Donc pour l'amiral Decoux, vous comprenez, Sihanouk, et il l'a écrit d'ailleurs, était le parfait idiot. Sihanouk adorait les sports équestres. Sihanouk adorait les sorties, danser, s'amuser. Il n'aimait pas la politique. Il n'aimait pas la politique. Non, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a 4 ans, il m'avait invité à Pékin. Et un soir, alors que nous dînions ensemble, je lui ai posé la question, j'ai dit: Majesté, comment avez-vous pu tromper les Français à ce point? J'ai toujours été un bon acteur. Et c'est vrai qu'il était un bon acteur. Il était tellement un bon acteur que la France va tomber de haut. En 1945, Sihanouk proclame l'indépendance du Cambodge avec l'appui de l'armée japonaise.
Quelques mois plus tard, l'armée française revient, le général Leclerc lui-même arrête le premier ministre de Sihanouk, Songkran, sur l'aéroport de Pochetto. Un cadeau du ciel pour Sihanouk. Sihanouk haïssait son premier ministre. Il haïssait son premier ministre. Mais l'homme était éloquent, jeune, adoré par les foules, avait un programme politique qui avait déjà séduit plus de la moitié du Cambodge, l'autre moitié ne demandant qu'à être séduite. Pour Sihanouk, mieux valait l'envoyer dans une prison, dans une ville provinciale française, qui va être fait pendant quelques mois, et comme ça ne suffisait pas, on l'a inscrit dans la prison de Pulo Condor, vous savez, cet îlot en plein cœur de la mer de Chine méridionale, perdu au milieu de nulle part, bye bye, terminé, on s'en débarrasse. Lorsque les Français reprochent quand même à Sihanouk, écoutez, vous voulez proclamer l'indépendance, c'est pas bien. La réponse de Sihanouk est très claire, ah je n'ai pas fait exprès. Et tout rentre dans l'ordre. Bon, bien sûr, c'est un roi. Bon, c'est un roi, alors, on lui offre un palace au sommet du mont Bokor, l'équivalent cambodgien de Dalat au Vietnam, puis une petite maison, enfin, je reviens d'abord pour moi d'ailleurs, une petite maison dans la cité balnéaire de Cap-sur-Mer. Et voilà que les choses rentrent dans l'ordre. Sihanouk se calme, pas pour longtemps. 52. Sihanouk en uniforme ici lance sa croisade pour l'indépendance. J'étais un des rares à avoir cette photo, je l'ai lui offerte. Alors, il y a 6 mois, 7 mois, pardon. Et je lui ai dit, Majesté, pourquoi les soldats au fusil de bois? Alors, naturellement, je connaissais la réponse. D'accord, il n'y avait pas de quoi se payer des fusils à l'époque, mais vrai. J'ai toujours été un pacifique. Voilà la réponse. Sihanouk lance sa croisade pour l'indépendance. Il va à Washington, à Paris, à Bangkok avec le même message. Négocier avec moi maintenant. Avec les autres, style Songkran, son ancien Premier ministre, ce sera beaucoup plus difficile. La France a eu la sagesse d'écouter Sihanouk, et voilà que le 9 novembre 1953, le Cambodge est devenu indépendant. Les mauvaises langues vous diront, il y en a toujours, que la France n'a pas eu la sagesse. La France avait déjà suffisamment de problèmes au Vietnam, se préparait à réoccuper la cuvette de Dien Bien Phu, donc autant se débarrasser du bébé cambodgien quand il est encore temps. N'empêche, le Cambodge devient indépendant. Sihanouk n'est pas heureux. Il est roi. Demain, on vous dit, vous êtes roi. Comment réagissez-vous? C'est une voiture. Ouais, super, ouais, super extraordinaire. Moi aussi. Pas Sihanouk. Pas Sihanouk. Sihanouk est roi d'une monarchie parlementaire, où d'après la Constitution, le roi n'a pas le droit de faire de la politique. D'accord, alors vous imaginez l'animal, d'accord, en train d'inaugurer les écoles primaires, d'embrasser les enfants, on lui offre de grands bouquets de fleurs dans ça, il n'en a rien à faire. Strictement rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Bon, pour un homme de ce niveau, bien entendu, c'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Bon, quelqu'un du style de Gaulle, par exemple, le pouvoir avec une vision. Les deux personnes se ressemblent beaucoup d'ailleurs. Bah. Donc Sihanouk a sa vision, il veut du pouvoir, il ne veut pas régner, il veut gouverner. Or, il ne peut pas gouverner parce qu'il est roi. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? En 1955, il abdique. Il abdique en faveur de son père Surya Maret qui devient un roi, et il a donc désormais les mains libres pour se lancer dans la politique. La même année, il crée son Sangkom Riniyum, traduit par Communauté Socialiste Populaire. Bon, il était en fait ni tellement socialiste ni tellement populaire, mais ce régime, 15 ans essentiel de l'histoire du Cambodge moderne, d'accord, va dominer le pays de 1955 au coup d'État du 18 mars 1970. Peu de temps après l'indépendance, en mai 1954, la conférence de Genève. Vous reconnaissez Pierre Mendès France ici, Anthony Eden, voilà. La conférence de Genève est essentiellement sur le Vietnam. Il s'agissait de régler l'après-Dien Bien Phu, défaite française en 1954, dans le Vietnam, régler l'après-Dien Bien Phu. La solution, c'est de diviser le Vietnam en deux. Au nord, la République démocratique du Vietnam communiste. Au sud, la République du Vietnam, connue également sous le nom du régime de Ngo Dinh Diem, pro-américain. Pour le Cambodge, la conférence de Genève est également importante et peut se résumer en un mot, neutralité. Le Cambodge peut signer tous les traités du monde avec tous les pays du monde. Le Cambodge ne peut pas accepter ou tolérer la présence de troupes étrangères sur son sol. Et ça, c'est essentiel pour ce qui va suivre. Dès que Sihanouk lance son régime, il transforme son pays en un immense chantier.
On le voit ici, pelle à la main, en short, au moment des travaux, enfin du début des travaux de la raffinerie de pétrole de Kompong Saom, la ville de Sihanouk. Ici aussi, avec la merveilleuse Boupadérie derrière, dont j'ai toujours été secrètement amoureux, c'est plus un secret aujourd'hui, c'est un peu tard. Une route qui n'est pas rien. À l'époque du protectorat français, les Français avaient fait de Saigon la porte d'entrée et de sortie du Cambodge. Vous imaginez, donc tout le trafic, et bien là où nous sommes, sur le Mekong, tous les produits exportés du Cambodge ou importés au Cambodge passaient par Saigon. Vous imaginez Sihanouk, à l'indépendance, il en a marre de voir la police fluviale vietnamienne contrôler ses bateaux cambodgiens. Il veut son port, sa porte de sortie et d'entrée au Cambodge. Les Français financent, les Américains financent le port de Sihanoukville. Les Américains financent la route, les Français la voie ferrée. Sihanouk, hein, et son régime, on s'en souviendra essentiellement avec ces merveilleuses réalisations architecturales qui sont là pour nous rappeler qu'à cette époque-là, le Cambodge a été le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir une architecture originale, moderniste et fonctionnelle. Vous voyez ici, par exemple, un bâtiment construit en 1956 par Van Molivan, le bâtiment du Conseil des ministres, construit sur pilotis. Le pilotis, qui est un emprunt à la maison paysanne traditionnelle en bois, hein, n'est pas là pour protéger la maison des eaux ou des bêtes sauvages, pas du tout. Le pilotis, c'est un moyen de créer un flux d'air constant sous l'habitation. Vous imaginez en climat tropical, comme c'est appréciable. Alors ce bâtiment du Conseil des ministres, puisque nous en sommes là, un petit clin d'œil, Sihanouk et la politique. Vous avez remarquer que Sihanouk n'était pas spécialement un démocrate. Si, il avait comme mission sacrée, en fait, il s'était attribué la mission sacrée de protéger ses petits-enfants, de façon très paternaliste, il appelait le peuple cambodgien comme ça, mes petits-enfants. Il s'est attribué la mission de protéger ses petits-enfants des deux maux les plus terribles que l'on puisse imaginer, les élections et les partis politiques. Donc, il a réussi assez remarquablement. Sihanouk, un Américain avait qualifié son régime de démocratie totalitaire, adorait les grands rassemblements. Des rassemblements énormes dans le centre-nord du pays, du côté de Karachi, 20 000 personnes. Énormes dans le sud, du côté de Kampot, 25 000 personnes. Devant qui Sihanouk faisait des discours interminables. Et de temps en temps, il pointait un doigt vengeur en direction de l'édile local ou du chef de district. Toi là-bas, qu'as-tu fait de l'argent pour le pont, pour la route, alors qu'il avait dépensé entre-temps, désolé, etc. Ne recommence jamais plus. Et la foule d'applaudir, quel leader nous avons. Ça, c'est en gros la communication de Sihanouk, et ça a duré pas mal de temps. Usine dans le sud du pays. Et là, on a un exemple de l'architecture de ces années-là. Vous voyez, là, par exemple, la fameuse cité sportive qui est encore debout aujourd'hui, quoique bien endommagée. Les Malaisiens l'ont acheté en 1994 pour en faire un hôtel de luxe. Résultat des courses, un empilement disgracieux de cages à lapins. Ici, bâtiment magnifique, construit par un Français, celui-là, Henri Châtel, qui est l'architecte de la Banque nationale. Henri Châtel avait inventé le premier toit en V, qui allait devenir emblématique des années Sihanouk, le bâtiment étant sur pilotis. Ce bâtiment, ces deux bâtiments, avaient été construits comme logement pour le personnel de la Banque nationale, le côté socialiste de Sihanouk. Et celui-là est de pure petite merveille, construit par l'architecte Lubanga, un bâtiment de 600 mètres de long, appelé le building, et appartements, logements pour les classes moyennes inférieures. En fait, tous les amis que j'ai ici, qui n'appartiennent pas spécialement aux classes moyennes inférieures, ont habité là-dedans à un moment ou à un autre. Les ministres se louaient des garçonnières là-bas, enfin vous imaginez, et les profs français qui étaient ici adoraient habiter dans ce bâtiment-là. Agréable, fonctionnel et tout. Voilà une architecture qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs en Asie du Sud-Est. Pour Sihanouk, le mot-clé était l'éducation. L'éducation. L'éducation, c'était le mot-clé, le concept de clé de la modernité. Vous avez ici l'ITC, toujours visible aujourd'hui, repris par la France d'ailleurs. À l'époque, l'Institut de technologie du Cambodge, construit par la coopération soviétique en 1964, 3 ans après les accords signés par Nikita Khrouchtchev et Norodom Sihanouk. Ici, 100 professeurs soviétiques allaient enseigner de 64 à 70 et former 1000 ingénieurs et techniciens par an. Un détail, la langue d'enseignement à l'époque était le français.
Ah, quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. J'ai toujours envie de l'effacer. Ce bâtiment, il a été inauguré en 72. Œuvre de Van Molivan. C'était l'école normale supérieure. Alors, vous ne pouvez pas imaginer quelque chose de mieux. Regardez, une ventilation au sol, des salles ventilées, une ventilation du toit. J'ai 37 ans, j'enseignais ici. Aujourd'hui, l'Institut de linguistique et de langue étrangère. On pouvait travailler dans ces salles, on peut toujours travailler d'ailleurs dans ces salles, on vit dehors, enfin tant pis pour me donner un truc, parce que les moches avec de l'air conditionné que je ne vais pas demander. On peut travailler dans ces salles pendant les mois les plus chauds de l'année, mars, avril, mai, sans ventilateur, sans climatisation. Vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'éducation à l'époque de Sihanouk? Si on regarde les statistiques, c'est le paradis sur Terre. 1959, 300 000 étudiants de l'école primaire à l'université. 10 ans plus tard, 69, 1 200 000 et quelques mille. Vous imaginez? À l'origine, je suis prof de russe. Alors, ça, c'est mon premier métier. Alors, en étant prof de russe, j'ai vécu l'Union soviétique et ça me rappelle les statistiques soviétiques. 1945, 0. 1980, vous avez les flèches qui montaient jusqu'au ciel. N'empêche que des statistiques de ce genre, ce qu'elles ne nous disent pas, portent précisément sur la qualité de l'éducation. Au moment où nous parlons, en ce moment-là, fin octobre 2012, eh bien, il faut avoir à l'esprit qu'un pays comme le Cambodge, aujourd'hui, vous avez quelque chose de 70% de sa population qui tire l'essentiel de ses revenus de la monoculture du riz. Dans les années 60, c'était plus proche de 90%. Eh bien, vous n'aviez pas un seul lycée agricole, pas une seule école agricole au Cambodge. Alors, ces diplômes, ces écoles, à quoi elles servaient? Eh bien, elles ont vite été, cela a vite été, disons, compris par les paysans cambodgiens, par les enfants de paysans cambodgiens, comme le moyen d'échapper au monde de la rizière et de devenir un col blanc, un fonctionnaire à Phnom Penh. Vous imaginez qu'un système comme ça ne pouvait pas durer éternellement. Sihanouk le savait. En 63, il pousse des hurlements à la radio. Bon, ça suffit. Maintenant, vous rentrez à la rizière. On a assez de fonctionnaires. Vous imaginez la frustration de ces jeunes, tellement fiers de prendre leur petite moto, petite voiture, d'aller rendre visite à leur famille ou à leurs proches dans ces villages et distribuer, comme on le fait très bien ça, des billets de banque aux membres les plus pauvres de leur famille. Ça, ils ne pardonneraient pas. Sihanouk est aussi un cinéaste. Il a réalisé plus de 67 films. Là, ici, en train de tourner le film Apsara. Alors Sihanouk se mettait en scène. Quand il y avait un ministre qui l'embêtait, il le forçait à jouer des méchants rôles. Lon Nol, son premier ministre qui dirigera le coup d'État contre lui, il l'a pris un jour, et ça, je de source sûre en disant, Lon Nol, viens ici. Toi, tu es assez bête, tu vas jouer le rôle de Tarzan. Et le gars était filmé, il a fait plus beau de je parle. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le Cambodge, dans ces années-là, avait naturellement des problèmes, Van Molivan, l'architecte, etc. Maintenant, la plupart des problèmes du Cambodge sont comparables à ceux de la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, tant en matière d'éducation qu'en matière d'économie dans ces années-là. Au Cambodge, il y a quand même quelque chose de plus. Ça, la piste Ho Chi Minh. La piste Ho Chi Minh est une invention de la République démocratique du Vietnam afin de pouvoir acheminer vers le sud, vers la République du Vietnam, des armes, des munitions et des formateurs. Tout ça afin d'appuyer la rébellion communiste du Vietnam. Le problème, c'est que la piste Ho Chi Minh traversait une bonne partie du territoire cambodgien. La CIA le savait. Sihanouk le savait aussi. Son ministre de la Défense, Niek Yolang, n'hésitait pas à déclarer « Oui, je sais que les communistes traversent notre pays, etc. Mais que voulez-vous? On ne peut rien faire. L'armée cambodgienne est aussi efficace que la police de Paris. » Et là, ça a posé un gros problème. Vous avez par exemple ici une photo qui représente des coulis transportant vers le sud armes, munitions et tout le reste. Et elle n'est pas la piste Ho Chi Minh. La piste Ho Chi Minh, c'est ça. Il y avait aussi la piste Sihanouk. La piste Sihanouk, qui est un moyen en quelque sorte commode pour transporter les armes et les munitions déchargées dans le port de Sihanoukville par les bateaux soviétiques et chinois, pour les transporter dans des régions où étaient stationnées des unités du Viet Cong, littéralement le bec de Perroquet, ici, dans cette partie-là. Et ironiquement, c'était la tâche du plus du général le plus
communiste de toute l'armée cambodgienne, le général Cham Leskosai. Pourquoi? Pour une raison très simple. À partir de 1975, donc de l'année 65, Sihanouk n'avait plus réellement d'argent pour payer ses militaires. Et quand vous ne payez pas un soldat, quelquefois la tentation peut être grande de se payer soi-même. Notre char national vient à Phnom Penh en 67, grand discours. Alors au moment où l'avion décolle de Paris, l'Élysée appelle le palais royal ici et dit: avez-vous un livre de lettres de l'eau? Non, mais trouvez-en un. Pourquoi? Le général Giotard. Le général. Et Sihanouk très fier de montrer encore dans le palais royal quelques années le livre dans lequel son ami Charles avait lancé. De Gaulle fera un gigantesque discours au stade olympique dans lequel il comparera son ami Sihanouk à un Saint-Georges moderne de la neutralité. Il est trop tard. Il est déjà trop tard. Janvier 70, Sihanouk va en France. Il a une villa à Grasse. Les parfums, pas pour le parfum. Le gouvernement français a organisé des rencontres avec des émissaires nord-vietnamiens et chinois. Le but de Sihanouk à ce moment-là est de renégocier avec la piste Ho Chi Minh. Sihanouk doit faire face à une opposition anticommuniste et anti-vietnamienne de plus en plus forte au Cambodge. Il faut donc montrer qu'il renégocie le statut de la piste Ho Chi Minh en leur demandant d'être plus discret. Sihanouk aurait ainsi pu rentrer peu de temps après à Phnom Penh en se représentant à nouveau comme le défenseur de la neutralité cambodgienne. Sihanouk n'aura pas le temps. Mars 70, une foule en colère s'empare de l'ambassade du Nord-Vietnam à Phnom Penh. Nous sommes le 18 mars. Quelques heures plus tard, le général Lon Nol parle à la radio et donne 24 heures aux troupes communistes stationnées au Cambodge pour quitter le territoire, ce qui est complètement absurde. On ne voit pas comment en 24 heures, vu la force de l'armée cambodgienne, Lon Nol aurait pu obtenir ce que Sihanouk n'a pu obtenir par les négociations pendant 15 ans, beaucoup plus grave. Le soir du 18 mars 70, l'Assemblée nationale vote la destitution de Sihanouk de son régime. Sihanouk sera quelques jours plus tard condamné à mort, et quelques semaines plus tard, cette monarchie cambodgienne bimillénaire sera abolie et la République proclamée. Au moment où l'Assemblée nationale vote la destitution de Sihanouk, par un de ces hasards incroyables de l'histoire, Sihanouk est en train de prendre l'avion pour rentrer à Phnom Penh. Une escale est prévue à Moscou. Alexei Kosygin apprend à Sihanouk ce qui s'est passé à Phnom Penh. Sihanouk va à Pékin. À Pékin, il trouve les dirigeants chinois très occupés à négocier avec les nouvelles autorités de la République mère. Quand nos dirigeants chinois, Zhou Enlai en tête, ont compris que la République mère n'entendait en aucun cas négocier avec les Chinois ou les Nord-Vietnamiens, ils se tournent vers Sihanouk, lui demandent de prendre la présidence d'un gouvernement en exil. Sihanouk, après quelques jours d'hésitation, accepte. Le nouveau numéro 1 à Phnom Penh, Lon Nol. Alors, le bonhomme, d'accord, général, il a vécu 25 ans dans l'ombre de Sihanouk. Ce n'est pas un génie, c'est moins qu'on puisse dire. Vraiment pas. D'ailleurs, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais il y a un envoyé de Richard Nixon qui le décrit et qui dit « Comment avons-nous pu choisir un crétin pareil ?» L'homme vit cloîtré dans son bunker de Tchankhamon, c'est le complexe gouvernemental, entouré de devins. Et c'était vrai, et c'était vrai. Avant de faire le jour, il demandait l'avis à ces devins, qu'est-ce que je vais faire? Vous ne savez pas, Monsieur le Président, quelle a été sa dernière idée? Faire entourer sa capitale Phnom Penh avec du sable sacré. Vous imaginez l'effet du sable sacré pour protéger la ville contre les balles de Kalachnikov. Hein? Le personnage en question est le nouvel homme. Juin 70, Nixon annonce ce qui sera connu dans l'histoire comme doctrine Guam ou doctrine Nixon. Les États-Unis vont retirer leurs troupes au sol des États d'Asie du Sud-Est, essentiellement du Sud-Vietnam. En échange de quoi, ils offriront à leurs alliés sud-vietnamiens une aide économique massive et un soutien aérien. On va comprendre ce que le soutien aérien a voulu dire. En fin juin 70, l'aviation américaine bombarde le sud de la piste Ho Chi Minh. Ouais, c'est vrai, il y avait des troupes communistes là-bas. Le seul problème, c'est que de façon à échapper au bombardement, les troupes communistes Viet Cong des divisions nord-vietnamiennes se réfugient au cœur du Cambodge. De facto, le Cambodge devient un pays en guerre.
vous vous souvenez des photos de Sihanouk, pelle à la main, étant présent aux travaux de la raffinerie, la même raffinerie de pétrole des Kompong Saam, hein, en juillet 70, après qu'un commando Viet Cong ait placé des bombes à l'intérieur et les détruit. Les soldats de l'armée républicaine ramenant des têtes de communistes. Alors, naturellement, pour chaque tête, on recevait 25 $. Vous imaginez que peu de temps après, le haut commandement leur a demandé de rapporter également l'arme. On soupçonnait cela de couper n'importe quelle tête pour encaisser les 25 $. Février 73. Février 73, les accords de Paris, signés par Henry Kissinger et les Dutroux. Au terme des accords de Paris, les bombardements sur le Nord-Vietnam doivent cesser immédiatement. Le haut commandement militaire américain a désormais la possibilité de tourner l'entière puissance de feu aérienne américaine sur le Cambodge et il ne s'en privera pas. De février 70 à juillet 70, ils ont balancé plus de 200 000 tonnes de bombes sur le Cambodge. À titre de comparaison, pendant l'entière Deuxième Guerre mondiale, les forces alliées ont lancé sur le Japon 100 000 tonnes de bombes. Pendant l'entière Deuxième Guerre mondiale. Là, de février 70 à juillet 70, 200 000 tonnes de bombes. Vous imaginez les villages détruits, les gens déplacés. Où était Sihanouk à ce moment-là? Cette photo est surréaliste. Nous sommes en mars 73. L'homme a été condamné à mort. Son régime destitué. La monarchie abolie. Eh bien, Sihanouk est photographié avec sa femme devant le superbe temple de grès rose joyau de l'architecture khmer, Panthé Sein. Hein? Il est allé, n'est-ce pas? Mais contrairement à ce que vos guides vous ont dit, ça ne veut pas dire la citadelle de femmes, c'est celle de la victoire. Je dis ça, systématiquement. Donc, devant Panthé Sein, vous voyez, en plein cœur du Cambodge. Comment cela a-t-il été possible? Cela a été rendu possible parce que Sihanouk est à Pékin, les Nord-Vietnamiens et les Chinois l'ont invité, comme une agence de voyage, à faire un tour en plein cœur du Cambodge. Et cela a été possible en utilisant les pistes dans la jungle. La couverture forestière du Cambodge à l'époque était assez considérable. Le message est clair. La République khmer ne contrôle plus rien, à l'exception de Phnom Penh, des capitales provinciales et quelques routes. Ils ne sont même pas capables d'empêcher Sihanouk de se faire photographier en plein cœur du Cambodge. Ici aussi, photographie avec des gens qui ont été ses ministres et qui sont aujourd'hui Khmer Rouge. Khieu Samphan, qui était son ministre pendant pas mal de temps, alors lui a eu un doctorat d'économie de la fac de Paris, à Nanterre. To Yun, qui était son ministre, lui avait un doctorat de sociologie de la fac de Nanterre également. Et puis celui-là, Hunnam, a eu un doctorat d'économie de la Sorbonne. Alors ça nous disait, quand je vois mes étudiants à Pékin et à Moscou, ils reviennent anticommunistes, que ça va Paris, ils reviennent communistes. Les trois en question. Toujours aussi destructeur, vous imaginez une image comme ça distribuée à tous les correspondants de presse du monde, Phnom Penh, 525 km. Je suis à la maison, je suis chez moi. Ça, c'est la première partie de l'opération, montrer que Sihanouk est toujours chez lui et que l'armée de la République khmer ne contrôle rien. Succès incontestable. La deuxième partie de l'opération, autoriser et permettre à Sihanouk de rencontrer son bon peuple cambodgien, eh bien c'est l'échec absolu. Le seul peuple cambodgien que Sihanouk va être autorisé à rencontrer, ce sont des Khmer Rouges. Et là, Sihanouk comprend tout. Très rare photo du comité central Khmer Rouge prise avant 70. Au centre, Pol Pot, et là, tous les saints de l'église, Marx, Engels, Lenin, Staline. Photo très rare parce qu'avant 70, on a peu de photos comme ça du comité central des Khmer Rouges. Ces gens se trouvaient dans le nord-est du pays, la région de Ratanapuri, région de jungle, peuplée essentiellement de minorités, je vais assez souvent d'ailleurs, et donc, vous savez, difficilement accessible. Ils étaient quelques milliers. Jamais ces gens n'auraient pu arriver au pouvoir en état. Militairement, politiquement, ils représentaient une force négligeable. C'est le coup d'État du 18 mars 70 qui va tout changer. Pour deux raisons. La première, c'est qu'avant 70, les Vietnamiens utilisant la piste Ho Chi Minh avaient intérêt à ne pas négliger la neutralité du Cambodge et Sihanouk. Et Sihanouk, pour un accord secret, avait dit
pas de contact avec mes révolutionnaires cambodgiens. Les Vietnamiens avaient respecté cette exigence. Après 70, il n'y a plus aucune raison de ne pas les aider et de les former. On leur distribue des armes, des munitions et on leur donne des formateurs. La deuxième raison, beaucoup plus fondamentale, Cambodge, pays bouddhique, pays agraire, etc. Vous imaginez, mon camarade viens contre le socialisme avec moi, et puis le Covid, personne ne n'aurait suivi. Ils ne sont pas des imbéciles. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont très bien compris qu'en sortant l'argument nous allons restaurer le Sankum Réunion, communauté socialiste populaire, nous allons remettre Sihanouk en tant que chef de l'État. Sihanouk est un dieu dans la campagne, est un dieu. Pas Phnom Penh, hein. Phnom Penh n'est pas très aimé, donc, hein. L'opposition va croissant. Dans la campagne, c'est un dieu. Et ces gens, quand on leur parle en pleine guerre civile, dans un pays déchiré, de remettre Sihanouk au pouvoir, le régime de Sihanouk, par rapport à ce qui se passe à ce moment-là, c'est un paradis sur terre. Eh bien, beaucoup de gens, j'ai des centaines d'interviews dessus que j'ai fait à la campagne, beaucoup de gens vous disent qu'on a rejoint les Khmers sans être communiste. Qui a eu Marx à l'époque? Personne. Qui a eu Lénine? Personne. Mais pour remettre Sihanouk au pouvoir. Sihanouk s'en rend compte. Il le sait. Il passera 3 semaines au Cambodge. Au bout de 3 semaines, il rentre à Pékin. Il va voir Chou En-lai et lui demande l'autorisation de démissionner. Chou En-lai lui fait comprendre qu'on ne change pas de cheval au milieu de la bataille. Sihanouk reste donc. Eux, à partir de 72, sont déjà suffisamment puissants pour lancer des offensives contre Phnom Penh. Et le 17 avril 75, ils prennent Phnom Penh, un nouveau régime élu, le Kampuchea démocratique, 3 ans, 8 mois et 20 jours de cauchemar. Lorsque ces gens rentrent dans Phnom Penh, vous les voyez ici, ils sont accueillis par une foule en liesse. Pour les gens, cela veut dire la fin de la guerre. La paix revenue, enfin. Bon, bien sûr, ils sont communistes, mais entre Khmer, on arrivera à s'arranger. Vous voyez par exemple ici, des militaires Khmer rouges avec leur AK-47 et puis un soldat républicain avec son M16. Ce qui lui est arrivé, non, il n'y a même pas de point d'interrogation. Après que le photographe fait eu 2 tournées, il a été amené et égorgé quelque part. Prendre un soldat républicain en uniforme, bon, ça signifie la mort. La plupart ont eu la présence d'esprit, parce qu'ils étaient au courant ce qui se passait, de retirer leur uniforme, etc., et de se promener ensuite dans les rues. Donc, c'est la meilleure façon d'échapper à un sort. Qui étaient ces Khmers? Alors aujourd'hui, une photo comme ça, on sait que celui-là, ben, c'est Pol Pot, celui-là, c'est Nguyen Thier. Ou dans cette photo prise quelques jours après leur entrée à Phnom Penh, vous avez Pol Pot ici, Nguyen Thier, Ieng Sary, Son Sen, on les connaît tous. On connaît papa, maman, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. On connaît systématiquement tout le monde. Leur éducation, famille. En 1975, vous devez imaginer les spécialistes des 3 pays, disons spécialistes du Cambodge à l'époque, hein, France en premier lieu, États-Unis, Australie, regardez ces photos en se demandant désespérément qui était qui. Il n'y avait qu'une seule chose que l'on connaissait, on ne connaissait même pas le nom du Parti communiste du Kampuchea, on ne le connaîtra pas avant 1977. On ne connaissait que l'Anka. L'Anka en khmer, ça veut dire organisation. Et l'Anka était définie par des phrases assez terrifiantes du type « L'Anka est comme des ananas, elle a des yeux partout ». Vous imaginez le son, au fond de la chose. Imaginez aussi, pas la peine d'imaginer, vous avez le livre de François Debré, vous savez, le neveu de Michel, le bord de la famille, assez gauchiste et opiomane d'ailleurs. Cambodge, la révolution de la forêt. Enfin, n'empêche que François Debré, opiomane qu'il était, entre quelques pipes d'opium, il arrivait à écrire des textes solides. Et un des meilleurs livres sur le début de la période Khmer Rouge, c'est lui qui l'a écrit, Cambodge, la révolution de la forêt. Il ose dans ce livre un chapitre sur la direction Khmer Rouge. Numéro 1, Pol Pot, très bien. Numéro 2, Nguyen Thier, très bien. Numéro 3, Ton Son, très bien. Numéro 4, Salotsa, le seul ennui. Et nous savons aujourd'hui que Pol Pot, Ton Son et Salotsa sont une et même personne. Donc vous imaginez que si François Debré, bon connaisseur du Cambodge, pouvait faire une erreur pareille, quid des autres? On va très vite être renseigné sur le programme Khmer Rouge. Évacuer la population des villes, c'est fait dès le 19 avril 1975. Supprimer tous les marchés, c'est fait immédiatement. Abolir la monnaie du régime de Lon Nol, c'est fait, et on va en reparler dans un moment, et différer la mise en circulation de la monnaie révolutionnaire.
Défroquer les moines et les mettre au travail, tout de suite. Exécuter les hauts dirigeants du régime de London. Ce sera fait dès le 17 avril 1975 dans l'après-midi. On prend le Premier ministre Longoret et sa suite, le prince Shéikh Matak et sa suite, le vieux, 97 ans, patriarche de l'ordre bouddhiste Mohanika et les moines se avec lui. On les emmène derrière le ministère de l'Information et on les tue. Non, pas tuer, j'avais un mot pour ça, ni tuer, ni éviter, détruire. On détruit. Mettre en place un réseau de coopérative du pays, fait tout de suite. Expulser la population iranienne de Vietnam, fait. Expédier les troupes dans les régions frontalières, fait. Ils ne perdront pas une minute, d'accord, dans l'accomplissement de leur plan. Et le 19 avril 1975, c'est l'incroyable qui se produit. Phnom Penh est vidé de ses habitants, avec le flux des réfugiés qui depuis 70 arrivent dans la ville. Phnom Penh a une population de 2 500 000 habitants. Imaginez des bébés, des vieillards, des malades tirés des hôpitaux, aucune exception ne sera faite, tout le monde est balancé sur les routes. On ne connaît pas le nombre de morts de cette époque-là. Vous voyez, je donne le de l'époque. Là par exemple. Phnom Penh sera désormais une ville fantôme. Ne resteront, d'après un reportage de TV Belgrade, que nous avons ici, en fait, de regarder, je vais mettre là une seconde, on en reprend un reportage sur Pol Pot, et en même temps, le matin, sans que l'on demande quoi que ce soit, en traversant la ville, ils avaient pris leur caméra. Voilà le résultat. Pardon, j'espère bien que... Excusez-moi, je suis un peu embêtant avec le PowerPoint. Voilà. Ça se passe de tout commentaire. La ville vidée de ses habitants, une ville fantôme à l'instar de toutes les villes du Cambodge. Il y avait 2 millions et quelques habitants. 2 500 000 habitants. Vous voyez, les grandes rues. Et cette séquence se termine, je vais la terminer, d'accord, sur la Banque nationale dynamitée. Les Khmers rouges ont détruit la cathédrale, la Banque nationale, le monument aux morts de la Grande Guerre, ça c'est la politique d'éradication nationale. Le reste, c'était selon l'humeur du chef local. C'est impressionnant. Ça. Vraiment la partie centrale de Phnom Penh. Hein. Et là, nous arrivons près de la Banque nationale. Hein. Et la Banque nationale, dynamitée. Dans le paraît qu'il y avait des billets qui paraissent dans le temps des années 80, là, voilà. Là. Ces gens sont partis où, Michel? Vous voyez. Eh bien, on va y arriver tout de suite. On va y arriver immédiatement. Où les gens sont-ils partis? Qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, avant de dire où les gens sont partis, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait parlé de la fameuse monnaie révolutionnaire, la voilà. Ces billets ont été imprimés à Pékin 2 mois avant que les Khmers rouges ne prennent le pouvoir. Ils arriveront une semaine après l'entrée des Khmers rouges à Phnom Penh. Billets révolutionnaires. Hein. Ces billets, vous pouvez encore les acheter avec un peu de chance au marché russe, 35 et 50 $ pour l'ensemble. Ils n'ont jamais été utilisés. Comment voulez-vous utiliser des billets dans un pays où il n'y a plus de commerce, où il n'y a plus de vendeurs, où il n'y a plus d'acheteurs, où il n'y a plus de marché, où il n'y a plus rien? Alors qu'est-ce que faisaient les Cambodgiens pendant ce temps-là? Les Cambodgiens ont découvert les joies de la riziculture. Le Cambodge voulait repartir à zéro avec une économie agraire en gommant d'un trait de crayon tous les avantages de la vie moderne, éducation, santé, les écoles ont été fermées, les hôpitaux ont été fermés, on a remplacé ça par de la médecine révolutionnaire locale, je peux s'imaginer. Je les connais parce qu'on voit encore des médecins qui meurent aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Il ne voulait pas tomber entre leurs mains. Hein. Les gens, en gros, le pays a été divisé en 2 castes, des Khmers rouges d'un côté et l'ensemble de la population cambodgienne de l'autre, contraints de travailler comme des esclaves dans les rizières, avec un baba, une vague soupe de riz très légère, sans trop de viande ni de légumes, etc. Et quand ils ne travaillaient pas, contraints d'écouter des discours qui duraient des heures, qui leur expliquaient de quoi le futur paradis communiste allait être fait. Vous voyez, ça, c'est ce à quoi la population cambodgienne s'est occupée pendant toutes ces années. Les digues, les Khmers rouges ont construit des digues partout.
Ils ont couvert le pays de digues. Quand vous comparez les cartes françaises d'avant 75 et les cartes japonaises au 100 millième de 92, vous avez des taches bleues partout, il y a de l'eau partout. Le seul problème, c'est que les digues en question, on n'a pas utilisé les ingénieurs et les techniciens pour les construire. On a utilisé la force du peuple guidé par l'organisation révolutionnaire. En d'autres termes, on a construit des digues avec de l'idéologie, pas avec des connaissances techniques. Résultat des courses, je présente cette photo parce que cette digue se trouve près de chez moi à Campos, où je passe pas mal de temps. Elle est aujourd'hui en ruine. Il s'est trouvé un prix faux pour la restaurer. Elle a été construite contre toute logique. Les gens applaudissant une délégation arrivant de Campagne. Et puis les enfants. Les enfants n'étaient dès lors plus les enfants de leurs parents. C'était les enfants du parti. C'est-à-dire que l'éducation formelle ayant été abolie au Cambodge, ces gosses ne recevaient d'éducation autre que politique. On les encourageait, après les avoir groupés en ce qu'on appelle des kamchalat, des brigades mobiles, à surveiller les adultes, parce que l'enfant, la théorie de la page blanche, était pur, alors que l'adulte était corrompu, était vicié par l'ère réactionnaire de l'ancienne société. L'enfant avait conservé une pureté là-dessus. Eh bien non, on l'utilisait comme espion. Et beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de leurs enfants. Vous imaginez un bonhomme, un tant soit peu intelligent, qui, et beaucoup l'étaient, en voyant les Khmers rouges à Phnom Penh rentrer et puis chassant la population de la ville avec brutalité, se sont dit, on verra bien, mais si on me demande ce que je fais, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas prof, je ne suis pas médecin. Oh ben j'étais marchand de légumes au marché, ou j'étais ouvrier. Ah. Et puis vous imaginez le gosse en province, ah mon papa était un type extraordinaire, belle maison, il travaillait au ministère, il était ingénieur. Vous êtes sûr qu'un monsieur tout de noir vêtu a lui rendre visite quelques temps après, mes camarades, vous avez des raisons de dissimuler vos activités véritables à Phnom Penh. Pourquoi avez-vous menti? La personne est emmenée et tuée. Beaucoup de gens ont perdu la vie à cause de leurs parents. Dans les régimes communistes qui ressemblent plus au Kampuchea démocratique, par exemple l'Union soviétique stalinienne de l'époque des procès 36-37, ou la Chine maoïste d'après la révolution culturelle, donc d'après l'été 66, les apparences de la vie normale, je ne dis pas la vie normale, les apparences de la vie normale continuaient d'exister. Au Kampuchea démocratique, pas même les apparences de la vie normale n'existaient. Un exemple, les mariages. N'imaginez pas que sur une jolie île, dans une de ces belles fermes collectives, avec une belle rizière, Monsieur X et Madame Y, bon, coup de foudre, on se marie, des gosses, famille, etc. Non, 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 non. Le parti décidait qui allait épouser qui. Dans certaines provinces, c'était une fois par an, dans d'autres 3 fois par an, de grands mariages collectifs avec des gens qui ne se connaissaient pas l'heure d'avant. Ces deux-là ne s'étaient probablement jamais rencontrés. On les mariait, 200, 300 personnes, puis une belle soupe de riz avec davantage de légumes et de viande, et puis au travail. La seule chose qui compte, c'est la production de riz. C'est comme ça que les choses se passaient. Et puis pour ceux qui n'avaient pas compris qu'ils vivaient au paradis sur Terre, il y avait ça. Ça, c'est Toll's Line, S21. Vous avez visité peut-être? Oui. Oui, pas. Alors S21, d'accord, méfiez-vous de ce qui est écrit dessus, il y a beaucoup de bêtises, comment dire, à l'intérieur. Comme ne fais pas ci, ne fais pas ça, des grands panneaux, etc. C'est pas vrai. Ça a été rajouté de toute façon. Ça a été rajouté, c'est pas quelque chose qui existait à l'époque. Mais S21, on dit que c'est une prison. S21 n'était pas une prison. Une prison, c'est là où on garde des gens avant leur procès, ou c'est là où on va interner des gens après leur procès. Les personnes qui franchissaient ce portail de nuit étaient coupables. Ils étaient coupables parce qu'ils avaient été arrêtés. Le parti n'arrête pas un innocent. Une fois qu'ils se trouvaient interrogés dans ces salles de classe, parce que c'est l'ancienneté de l'époque française, celui-là, une fois qu'ils se trouvaient interrogés dans ces salles de classe, contraints de faire leur confession, de confesser leur crime abject, mais je suis innocent. Non, non, tu n'es pas innocent. Es-tu en train d'accuser le parti d'arrêter un innocent? Le parti arrête-t-il des innocents? Non. Eh bien, très bien. Explique-nous quand, comment et avec qui tu t'es rendu coupable de tes crimes. J'ai travaillé 2 ans pour faire un bouquin que je n'ai pas encore terminé, sur précisément ces méthodes merges de propagande. Là, et le deuxième jour, c'était 2 fois, 3 fois par semaine. Et le deuxième jour, eh bien, j'avais une bouteille de whisky, les traduisant, un petit verre par-ci, un petit verre par-là, et je le ressortais généralement sous.
Hein. Et quand vous lisez la confession d'une gamine illettrée de 19 ans qui explique par le menu comment elle a été simultanément agent secret travaillant pour le SDEC, le GSE, la CIA et le KGB soviétique, en même temps, vous imaginez, ou alors un bonhomme de 38 ans, alors la confession c'est quand même 40 pages, qui lui expliquait tous les crimes qu'il avait commis, et franchement, avec 10 vies bien remplies, hein, et je suis assez actif, je n'en commettrai pas le 10e. Une fois, n'est-ce pas, comme vous l'avez vu, que ces gens avaient commis, enfin avaient confessé leurs crimes abjects, leurs photos étaient prises, on les emmenait au fameux Killing Field de Silistre Mémoire, Tchengaï, et on les achevait, on les détruisait. Encore un pas supplémentaire dans l'inhumanité, comme peut-être détruire, avec un coup de barre de fer sur la nuque ou sur le crâne. Voilà. Et l'analyse de tous les gens qui sont morts dedans nous donne une idée assez incroyable de l'évolution du régime Khmer Rouge. 17 000 personnes sont rentrées dedans, on en retrouvera 7 en vie en 79. Le truc incroyable de la chose, c'est que vous avez toute l'histoire du régime Khmer Rouge. La liquidation d'abord des hauts fonctionnaires et des quelques étrangers sur lesquels ils ont pu mettre la main, de hauts dignitaires musulmans à l'intérieur, ça 75. 76, là on commence à arrêter des gens dans le peuple nouveau et dans le peuple ancien aussi, paysans, etc. Et à partir de la fin 60, ce sont des Khmer Rouges. Ce sont des Khmer Rouges, le sang de tout cela sont des Khmer Rouges. Vous vous rappelez par exemple de la femme avec cet enfant dans les bras, extraordinaire cette photo. Eh bien, extraordinaire cette photo, il y a une dame qui était enfant à cette époque-là et qui a écrit un livre de souvenirs parce qu'elle avait vécu là-dedans. Elle vivait dans la région où cette femme et son mari dominaient, étaient les cadres Khmer Rouges dominants avant leur arrestation, et elle décrit toutes les saloperies que la dame en question a faites. Elle est pitoyable avec son bébé, mais elle en avait envoyé beaucoup de vies à Trépas, elle aussi. Voilà. Tout le problème est là, vous savez, de la révolution qui dévore ses enfants. Hein. Et là, on a un exemple tout à fait parfait. Pol Pot, voyant que cela ne marchait pas, bien évidemment, écoutez, quand vous forcez des gens à travailler 20 heures par jour, ce qui arrivait d'ailleurs, à creuser des canaux, à construire des digues, à planter du riz, vous imaginez que ça n'a pas produire une économie performante. Et de fait, toutes les analyses que les agronomes ont faites ont montré que la productivité de l'époque du Kampuchea démocratique était très inférieure à celle des régimes précédents. Mais comprendre cela pour le régime veut dire admettre qu'on s'est trompé. Or, on ne peut pas se tromper puisque la révolution est grandiose, victorieuse et parfaite. Donc, il y a des saboteurs, il y a des coupables, il importe de les démasquer, notamment des coupables au service du Vietnam. On les traque, on les démasque, et au bout de 3 dénonciations, on l'arrête et on l'envoie. Le bilan du Kampuchea démocratique, en gros, entre 1 700 000 morts et 2 millions. Bon, ils n'ont pas tous été torturés. En fait, écoutez, quand vous videz les villes, quand vous privez les personnes âgées de soins, de médicaments qui sont essentiels, lorsque vous allez avoir la grande famine de 77, où les gens n'auront rien à manger, vous imaginez que d'une façon aussi, d'accord, de liquider une partie de la population, même sans les torturer ou sans les exécuter. Pol Pot avait commis une erreur monumentale. Il y avait des négociations entre le Cambodge et le Vietnam. Ces négociations entre le Cambodge et le Vietnam, elles ont commencé dès 1975. Vous savez, le Vietnam, enfin la Cochinchine, le sud du Vietnam, vous savez de ce pas d'ailleurs, était une ancienne colonie française, la première colonie française en Asie, avant que les protectorats de l'Annam et du Tonkin n'y soient adjoints. Le Cambodge, c'est un protectorat. Vous imaginez que le régime des frontières était un peu plus flou et qu'en 1975, il y avait énormément de problèmes à régler. Vous imaginez sans peine les raisons pour lesquelles les négociations entre Vietnamiens et Cambodgiens n'aboutissaient pas vraiment. Pol Pot commence donc à envoyer ses commandos Khmer Rouges à l'intérieur du territoire vietnamien. Alors vous imaginez l'activité de ces gens, on pille, on brûle les récoltes, on détruit des villages, on viole, on tue. Dès 1978, le Vietnam est excédé. Il faudra une visite du premier secrétaire général du parti, les ON, à Moscou, pour obtenir l'appui des soviétiques dans ce qui allait suivre. Le 25 décembre 1978, 110 000 hommes de l'armée vietnamienne franchissent la frontière nord-est du Cambodge, là où les forces de Pol Pot ne les attendaient pas. Le 7 janvier 1979, ils prennent Phnom Penh, un nouveau régime est né, la République populaire du Kampuchea, pro-soviétique, pro-vietnamien. Bon, pas grand-chose à voir avec le régime précédent.
Voilà Phnom Penh tel qu'il a été découvert par l'armée vietnamienne en janvier 1979. Une ville complètement abandonnée par ses habitants. Vous voyez, la partie centrale, le marché central est là. C'est effrayant. C'est le boulevard Kampuchea Kraon, une des artères les plus commerçantes aujourd'hui, et à l'époque aussi complètement vidée, avec quelques véhicules, quelques jeeps vietnamiens qui se trouvent dedans. Le premier groupe de journalistes et militaires vietnamiens près du marché central. Et la foule qui essaye de se précipiter dans Phnom Penh. Imaginez, bon je ne veux pas faire de mauvais augure, mais imaginez demain qu'une bande de fous vous chasse de votre maison, vous chasse de votre ville. Vous n'avez que 2 mains, vous ne pouvez pas emmener des vêtements et de la nourriture pour toute l'année. Vous savez ce que ces gens ont dit très souvent quand ils ont quitté la ville en 1975, eh bien, ils ont emporté leur titre de propriété. En se disant, on ne sait jamais, si un jour on peut revenir, ce sera la preuve que, ben voilà, c'est ma maison, c'est à moi. Les choses ne se passeront pas comme ça. Des survivants sont effectivement revenus en 1979 avec leur titre de propriété. Entre-temps, tous les dossiers du cadastre avaient été détruits. Retour à zéro. La règle appliquée a été premier occupant égale premier propriétaire. Vous imaginez la façon dont la vie sociale cambodgienne a été empoisonnée, et elle est encore aujourd'hui, à tel point que une des pierres d'achoppement des élections de juillet 2013, l'année prochaine, eh bien c'est précisément ça, la question de la propriété, la question foncière, vous avez des maisons encore ou des terrains avec 3 personnes qui ont chacune un titre de propriété légal. La vie sociale cambodgienne, je dis, est vraiment empoisonnée à cause de ça. Une génération supplémentaire. Scène de Phnom Penh, de la vie quotidienne en 1979. Le boulevard Bonivon, près de l'Alliance française, alors je trouve un cinéma pour faire un peu transformer là-dessus, le marché de Rosseille, une des plus grosses artères de Phnom Penh, des silhouettes qui rentrent en essayant de trouver un endroit pour loger, pour s'installer. Et l'armée vietnamienne. Bon, bien évidemment, le régime n'aurait jamais pu survivre sans une aide massive, disons, du Vietnam. Mais le prix à payer était, de ce point de vue-là, l'embargo. Le Cambodge va être placé sous l'embargo, disons, par le monde occidental. Il n'aura de relations qu'avec les pays socialistes et l'Inde. Et ce sera tragique pour le Cambodge. Le Cambodge a besoin de spécialistes pour sa reconstruction à l'époque. Si vous prenez tous les techniciens, ingénieurs, profs, médecins, vétérinaires formés avant 1975, il en reste à peine et au mieux 20% en vie dans le Cambodge de 1979. Comment le Cambodge allait-il assurer dans ces conditions sa reconstruction? L'armée vietnamienne est là, les Khmers rouges sont puissants, la guerre va continuer. Les Vietnamiens et la future armée cambodgienne tiennent les villes, oui, mais les Khmers rouges sont dans la campagne, ils n'ont pas des armées. Ils sont puissamment aidés par les Occidentaux, États-Unis, France, Grande-Bretagne, etc. Parce qu'on veut faire obstacle à l'armée vietnamienne, on les réarme, on leur offre de l'argent, on évite de leur serrer la main, on leur laisse le siège de l'ONU. On évite de leur serrer la main dans les réceptions à New York au moment au siège de l'ONU parce que ça la fout mal, hein, mais on les aide. Comment le Cambodge s'est gouverné à l'époque, pendant ces années, de 79 à 92, par 2 catégories de personnes au départ. Celui que vous voyez ici, M. Pen Sovan. Pen Sovan fait partie de ce qu'on appelle les Khmer Viet Minh. Khmer Viet Minh, c'est quelqu'un qui a quitté le Cambodge au moment des accords de Genève, en mai 54, pour aller au Nord-Vietnam, paradis de l'époque pour lui. Il reviendra au Cambodge en 1979, aura pendant quelques mois des fonctions gouvernementales avant d'être purgé, pour être nationaliste. Et de l'autre côté, ceux-là, eh bien, ce sont des Khmers rouges ralliés. Des Khmers rouges ralliés dès 1978. Alors nos Khmers rouges ralliés dès 1978, évidemment, bon, ils sont ralliés parce qu'ils ont été horrifiés par le système de Pol Pot. Ils ont été absolument écœurés par la violence de Pol Pot. C'est très bien. Mais voyez celui-là, par exemple, qui est en vie aujourd'hui, il est président du Sénat. On le voit sur la même photo ici. Alors lui était également horrifié par les crimes de Pol Pot. Le seul problème, c'est que l'oiseau en question, avant d'être horrifié par les crimes de Pol Pot, de 75-79, ce monsieur était le dirigeant de la zone numéro 5. Zone numéro 5, où plus de 80 000 Cham ont été sauvagement assassinés. Visite de Pham Van Dong à Phnom Penh, 85, les choses ont changé. Mikhail Gorbatchev est devenu premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique et en 86, il annonce que l'Union soviétique
n'est plus en mesure de soutenir les aventures armées du Vietnam au Cambodge. L'armée vietnamienne a donc un calendrier de retrait. Et là, en 1979, c'est le retrait définitif. Nous avons ici le monument à l'amitié Cambodge-Vietnam, les militaires vietnamiens qui défilent dedans. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'amitié entre les peuples. Bon, personnellement, j'ai une idée assez précise dessus. Elle existe. On peut même la mesurer. Elle est inversement proportionnelle au nombre de bâtiments qu'on construit, qu'on érige pour la célébrer. Hein. Ça, c'est en gros ce domaine de l'amitié entre les peuples. Avec le départ du dernier tankiste du Vietnam, tout est prêt pour la conférence de Paris du 23 octobre 91. Alors, cette conférence de Paris du 23 octobre 91 est très intéressante parce que pour la première fois, les 4 factions cambodgiennes sont d'accord sur un programme, à savoir les Khmers rouges, la République populaire du Cambodge, les sihanoukistes et les anciens républicains. Ils se mettent d'accord sur un désarmement qui n'aura jamais lieu, l'envoi à Phnom Penh en 92 d'une force des Nations Unies qu'on va appeler l'APRONUC, hein, l'autorité provisoire des Nations Unies sur le Cambodge, qui va organiser en mai 93 des élections. La suite est là, les casques bleus débarquent à Phnom Penh, patrouille casques bleus français dans le sud du pays. Et là, le personnel de l'ONU expliquant aux Cambodgiens ce qui va se passer. Imaginez que la dernière élection à avoir eu lieu au Cambodge en 1993 s'est déroulée en 1952. La plupart des Cambodgiens ne savent pas ce qu'est vraiment une élection, ne savent pas ce qu'est une assemblée constituante, et sont de cela aussi, ne savent pas donc, quels sont les enjeux dans cette personne se fait aligner, disons, clair là-dessus sur le déroulement des opérations. Il faut donc tout leur expliquer, et ça n'a pas été de la part. Même chose. Nos Khmers rouges, alors nos Khmers rouges ont été provisoirement intégrés dans l'armée régulière, mais ils sont toujours là. La photo a été prise à Compton-4. Alors ces Khmers rouges intégrés dans l'armée régulière, qui sont toujours, comme on dit là-dedans, hein, ils vont jouer le jeu jusqu'à fin 92, et puis ensuite, estimant qu'ils vont être les perdants, hein, ils décident de ne plus respecter ce calendrier, reprennent le maquis et font pression sur les populations des territoires qui dominent pour qu'ils n'aillent pas voter. En dépit de cela, dans une photo d'une famille qui est ici devant une salle de classe, en dépit de qui servait de bureau de vote, en dépit de cela, les élections ont été un succès incontestable. Et, bon, en dépit des problèmes qu'il y a eu ensuite, et le Cambodge tel qu'on le connaît aujourd'hui est en gros issu de ces années-là. À savoir des élections de 1992 et des élections de 1993. Je vous remercie de votre attention. Merci. Pour ceux qui sont intéressés, voilà. Ah ben, je pense que c'est pas la bonne, excusez-moi. J'ai un blog, mais... Parce qu'il a tellement fait saloperie, le Rodolphe Sihanouk, puisqu'on en a fait ce qu'on a... Pourquoi on le vénère Est-ce qu'il a tellement fait de ça? Je ne sais pas ce qu'on nous a dit à nous. Qui voulait? Quand on en parlait dans ma jeunesse, qu'il avait aidé Pol Pot à assassiner les gens. Il n'a pas aidé. Il n'a pas aidé. Le problème est le suivant. C'est-à-dire que, voilà, on pourrait alors, dire... on nous raconte des histoires, alors. Il y a une bonne partie... Norodom Sihanouk est un personnage très ambigu. Il a énormément jonglé. Il a élevé son pays en dehors de la guerre pendant 15 ans. C'est un coup d'État. Le problème de Pol Pot, quand Norodom Sihanouk est destitué, qu'il est à Pékin, eh bien, il appelle naturellement sa population à se révolter contre le nouveau régime. Sans connaître l'état des choses, personne ne connaissait à l'époque. Dans cette population, il y avait un certain Pol Pot. Et les Khmers rouges, jusqu'à présent, qui tenaient en gros une résistance. Et évidemment, à ce moment-là, il devient l'allié de Pol Pot, tout en ayant sans arrêt, on connaît sa vie à Pékin, des engueulades avec Ieng Sary, avec tous les représentants des Khmers rouges. Il essaye d'avoir une diplomatie à part. Giscard d'Estaing l'aidera à avoir une diplomatie à part et proposera même de faire entrer Norodom Sihanouk au Cambodge avant que les Khmers rouges n'entrent dans la ville. Ce sont les Américains qui opposeront leur veto à l'époque de Nixon. Les Américains accepteront cette solution à l'époque de Ford et seront d'accord pour ça au début avril 75. Il est trop tard. Les Khmers rouges de l'aéroport ont déjà tout encerclé. Pas question que Norodom Sihanouk ne rentre. Norodom Sihanouk monte en 41. Il est renversé en, disons,
70, il remontera jusqu'en 87, en 93. Mais tout ce que l'on a vu là, tous les efforts pour trouver une solution pacifique entre 79 et 93, c'est Norodom Sihanouk. C'est lui qui a été l'artisan, qui a travaillé à ça et qui a tout fait pour que. Dans l'affaire des Américains, on lui a reproché ses manquements à la neutralité. Très bien. C'est vrai qu'il connaissait l'origine de la piste Ho Chi Minh, il savait ce que les autres faisaient sur le territoire. Ça, c'est vrai. Mais le seul problème, on oublie très souvent de dire que la CIA a organisé 3 coups d'État contre lui, le coup d'État de Samsari, le coup d'État de Tam Choe, 62 et en 64, plus un troisième qui n'est pas encore trop clair, que les Américains venaient dans Force d'As, par exemple, venaient sans arrêt à Phnom Penh pour essayer de le forcer à adhérer à l'OTAS, le fameux SIATO, l'ancêtre de l'ASEAN, qui était en fait une organisation américaine à l'époque pour éviter cette fameuse théorie des dominos. Et de ce côté-là, il a quand même dû faire des efforts énormes pour tenir, comment dire, pour et préserver ce qu'il y avait de neutralité. Bien sûr, Sihanouk n'avait pas une politique extérieure idéologique. Sihanouk prenait des amis là où il pouvait les prendre. Il l'écrivait, il avait raison, son but était d'empêcher que la fourmi cambodgienne ne soit piétinée dans le combat d'éléphants et éventuellement proposer aux éléphants d'aller jouer ailleurs. Ça, c'était l'idée de Sihanouk. Mais, bon, après, naturellement, vous savez, il y a toujours une partie blanche, une partie noire. Voilà, La personne. Maintenant, vous savez, je ne crois pas, je le connais, bon, je l'ai connu bien sûr, je ne crois pas que Sihanouk, quand on voit tout ce que son régime a réalisé au Cambodge, il a pu faire ici et là, bon, avec des erreurs énormes, bien évidemment, ceux-là qui n'en fait pas. Mais De Gaulle ne s'était pas trompé quand il avait vu dans Sihanouk la seule solution concevable et réelle pour le Cambodge. Et ça, les textes de Gaulle dessus étaient prémonitoires. Il y a 2 types de textes de Gaulle qui sont incroyablement prémonitoires. Un, c'est les textes sur le dollar. Donc, en 66, il y a un discours que De Gaulle fait sur le dollar qui est effarant. Aujourd'hui, d'accord, avec ses aides de recul, et sur le Cambodge, le discours de Phnom Penh, donc, qui avait été à l'époque, disons, rejeté par les États-Unis, etc., le discours de Phnom Penh disait ce qu'il fallait dire. Il disait ce qu'il fallait dire et il avait vraiment mis les points sur les i. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Jean-Michel, Oui. pourrais nous dire juste un mot sur Pol Pot lui-même? Ah, Pol Il Pot, sort d'où celui-là? Salotsa, c'est son nom. Ah, mais c'est quelqu'un de très ambigu. Hein. Quelqu'un qui vient d'un petit village sur les bords de la rivière Sahen à Kompongtrom. Voilà. Famille, bon, c'est pas une famille donnée de la terre, c'est pas des riches non plus, d'accord, c'est quelqu'un qui a une vie, disons, soit un peu correct là-dedans. Pol Pot a eu la chance, très jeune, de pouvoir venir étudier à Phnom Penh à la pagode, parce qu'il a une tante qui est concubine au palais du roi à l'époque, et sa sœur aînée, Talot Sarun, va être la concubine préférée du roi Monivong. À savoir que lorsque le roi Monivong meurt en 41 dans son palais de Bangkok, après que les Siamois se soient réemparés des provinces de Battambang, de Siem Reap et de Séré Sampoan, Norodom perd l'usage de la parole, non, perd l'usage du français, en chronologique, l'usage de la parole, et puis perd la vie et meurt dans les bras de la sœur aînée de Pol Pot. Pol Pot avait donc un spectre social assez large, connaissait bien l'histoire de la famille royale, etc. Pol Pot, début des années 50, va en France. Fin des années 40, début des années 50, il va en France. Il étudiera plus ou moins en France, il n'aura jamais finalement aucun diplôme. Il étudiera beaucoup plus la politique que, disons, une science fondamentale. Pol Pot va rentrer, une fois que les bourses vont être supprimées, mi-années 50, ici au Cambodge. Il enseignera dans une école avec son beau-frère Ieng Sari, parce qu'ils ont épousé 2 sœurs. Alors d'un côté, on a le Pol Pot de jour qui va, de ce côté-là, tranquillement, disons, faire son travail de professeur, et puis Pol Pot de nuit, organisation communiste. Il prend la direction du Parti communiste cambodgien en 1961. Et là, très vite, il sait qu'il ne pourra pas rester dans Phnom Penh. La police de Sihanouk veille. Sihanouk a une politique très progressiste, très à gauche dans le monde, mais très anticommuniste à l'intérieur. Donc on laisse un paravent, le parti Protectum, population, mais les autres s'enfuient dans le maquis. Et Pol Pot et la plupart, disons, des cadres de ce parti passeront toutes et dans le maquis. En 75, il arrive naturellement au pouvoir, personne ne le connaît, le personnage sera toujours entouré de mystères. On l'appelle frère numéro 1. Pol Pot est un de ses nombreux noms, il en utilisera sans arrêt, on n'arrivera jamais, comment dire, à le cerner véritablement. C'est quelqu'un qui est tendre, qui est agréable,
qui a des mains extrêmement soignées, qui parle avec beaucoup de gentillesse, qui est adoré de tous les chefs Khmer rouges, est un de ceux qui a fait l'impression la plus forte et sur ses élèves à l'école, et sur ses compagnons, et chez tous les gens, même qui purgera ensuite. Tout le monde aime Pol Pot. Incroyable, hein? Tout le monde aime Pol Pot. Alors Pol Pot, naturellement, à la chute du Kampuchea démocratique, partira également dans la jungle, avec les autres, continuera à diriger cette résistance, anti-vietnamienne, en bénéficiant cette fois de la paix occidentale. Bon, la suite des événements, elle est bien connue, nous sommes en 98, du côté de Han Long Beng. Clinton, alors qu'il y a le dernier bastion de Khmer Rouge là-bas, a ordonné à la CIA de tout mettre en œuvre pour que les dirigeants Khmer Rouge dans la forêt soient pris. À ce moment-là, plusieurs versions. Pol Pot meurt d'une crise cardiaque. Après, il y a une version qui m'a donnée par un journaliste américain de mes amis. Il semblerait qu'un de ses médecins Thaï, avec son accord, lui ait donné une injection pour en finir. Ça n'allait mieux pour les Thaïs, pour tout le monde. Il avait un peu trop de choses à révéler et il valait mieux ne pas l'entendre. Mieux la fermer. Ouais. En gros, c'est ça. Bravo. Merci. Quel talent. Olivier, Nous sommes bouche bée. Oui, oui, Oui. les deux bouches bées. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, on aura demandé à la personne la bouger. Bref, Passionnant. Ah non, c'est pas je vais être très bref. Ceux qui souhaitent avoir le livre dont je vous ai parlé, dédicacé par Jean-Michel Philippi lui-même, En livre personne. qui est fort intéressant puisque moi, en 17 ans de Cambodge, j'en ai appris plus dans le livre. C'est pour vous dire. Le livre est là et ceux qui le souhaitent l'avoir, Jean-Michel fait une dédicace. Il n'y a bien sûr aucune obligation. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y a que le Tennessee qui est cette conférence. Voilà. Bravo, Serge. Il faut pas comprendre la stratégie qu'ils ont mise en place parce que vider le livre et mettre 2 millions de personnes dans... Forcément, ça menait à une catastrophe. Donc comment pouvaient-ils avoir une telle stratégie? Ils détestaient leur peuple. Les garder en ville, ça voulait dire ne pas capable de les dominer. Vous imaginez, quand on a un contrôle parfait de la population, tous ces gens, comment on va arriver à le faire? Les mettre à la campagne, ça veut dire réaliser un grand programme agricole dans lequel toute la population verra se donner des travaux inhumains. À mon avis, c'est pas une question de... Je pense qu'ils ont très surestimé leur capacité d'organisation. Parce qu'ils auraient pu organiser ça sur un temps, l'organiser. Tandis que là, c'est un exemple. C'est très caractéristique de la politique mercantile. C'est-à-dire que, absolument hallucinant, il ne s'agit pas de prendre du temps, il s'agit de forcer les choses. Pour beaucoup de Khmer Casser tout, quoi, de casser. beaucoup de Khmer rouges étaient contre l'abolition immédiate de la monnaie. Ils souhaitaient une abolition progressive, la propriété, etc. Non, tout sera fait du jour au lendemain. La monnaie est rendue caduque, la propriété est rendue caduque, tout est rendu caduque du jour au lendemain. Et pas question de transiger, c'était ça. Ça, c'est une violence que l'on retrouve à peine dans quelques périodes. Culturelle en particulier. Mais là, ça a allé. Oui, mais c'est surtout la soudaine. Plus rien. C'est-à-dire que tout programme actuellement, il reposerait sur des déclarations d'intention sans qu'on ait pour autant, comment dire, une logistique adéquate. Alors il y a encore des pôles à la fac de droit, à la fac de médecine, il y a encore un pôle au département de français de l'université de Nanterre, et il y a encore, comment dirais-je, 2-3 petits trucs qui se baladent ici et là. On a des classes bilingues, mais on n'a plus cette armature qu'on avait dans les années 90 qui est très porteuse. François Mitterrand, dans l'affaire, il a été énorme. Je veux dire, c'est lui qui était président au moment de la conférence de Paris, au moment, disons, de la, comment dirais-je, au moment de l'opération de la PRONU. Il y a eu une visite de Mitterrand, comment dire, au Cambodge. De ce côté-là, bon, il y a eu dans ces années-là un rôle énorme. Pas parce que c'était forcément Mitterrand, mais parce que, bon, d'abord beaucoup d'argent pour la coopération, et parce que le contexte permettait, disons, remarquablement. Et l'argent, on l'a mis en avant. En gros, ça a continué, si vous voulez, jusqu'à il y a 7-8 ans. Là, ça allait encore assez. Bon, maintenant, la grande question demain, j'en parlais avec l'ambassadeur avant qu'il parte, mais on devait faire une petite conférence sur l'avenir du Cambodge, etc. On avait discuté, le prochain va encore la même chose. Je pense qu'il y a un rôle à jouer. On a travaillé sur ce pays pendant quelque chose comme de 1863
jusqu'à quasiment aujourd'hui. Tout ce que l'on a sur les routes a encore été dérangé en français. Les étudiants, je leur dis écoutez, je n'accepte aucun étudiant qui parle anglais ou qui parle chinois. De toute façon, si on veut, on a un master de linguistique en si vous voulez faire un travail sur les restrictions de l'ancien, eh bien, vous êtes obligé d'apprendre le français. Vous êtes obligé d'apprendre le français, il n'y a pas le choix, toute la littérature est en français. Donc, vous n'avez pas de possibilité en français. C'est comme ça qu'on peut voir les choses. Ça, c'est... Ah, maintenant, vous n'avez pas faire des choses ici, parce que c'est encore une possibilité d'employer à réactiver les conseils de là, il n'a pas de... En fait, une erreur de ça. Donc, il y a pratiquement 2 piles dessus. Mais je suis très sûr, merci beaucoup. Je suis très surpris de voir la façon. Il reste encore 4 heures. 4 heures, 6 minutes, vous vous rendez compte? 4 heures, 6 minutes, c'est pas mal. Apparemment, Quand on regarde la physique du malheureux du Cambodgien moyen, Et les étrangers ne prenaient pas à ce moment-là pas trop. Ça tire. Oui, non mais Une balle perdue. en dehors Ah oui, en 97 c'était dur. des balles En perdues. 97 c'était l'horreur. Là maintenant, c'est Didier. Qui est à- Voilà. Notre petite poupée à nous de 80 et quelques. Donc voilà, vous avez une noix de coco fraîche. Vous avez vu le jus chic. Vous allez d'ailleurs pouvoir piquer le jus avec des pailles. On va faire passer la noix de coco. Et le plat national de la moque est fait dans la noix de coco fraîche avec sa pulpe que vous pouvez manger aussi. Et chacun va avoir la sienne. Voilà. Là, merci. Alors mon chef est un garçon très sympathique, compétent je crois, qui est là pour avoir efficace. Merci Nat.